Bonjour et bienvenue sur la chaîne EV. Aujourd'hui, nouveau Ioniq 28 Challenge. Aujourd'hui, la voiture qu'on essaye, la voiture dont on va mesurer les consommations, calculer les autonomies et voir si elle fait mieux que la Ioniq 28. Pour une fois, Sacrée concurrente prétendante. possible. La Renault Twingo. Fiche technique. La fiche technique, c'est comme si c'était fait. Autonomie WLTP 254 km dans cette version techno en jante 18 pouces. Batterie 27,5 kWh net. Type de batterie LFP. Transmission en roue avant. Puissance du moteur 82 chevaux. Couple 175 Nm pour un 0 à 100 en 12 secondes 1. Vitesse max 130 km/h, en vrai 135. Poids à vide 1200 kg. Au niveau de la puissance de recharge, parce qu'on a l'option CCS sur cette voiture, recharge en AC 11 kW, recharge DC 50 kW. Pour un 1080 donné en 30 minutes, le prix du modèle de base est de 19 490 € et le prix du modèle essayé est de 23 690 €. Mais attention, il y a des aides et a priori on peut toucher une Twingo à partir de 13 000 € et des saucisses. Allez, on passe à la suite. Bon, et bien voilà, on a déjà présenté cette voiture de façon statique, donc on a présenté l'intérieur, l'extérieur, le tableau de bord, les finitions, les machins. On n'en parlera pas dans cette vidéo. Si vous voulez en savoir plus, hop, vignette, je vous la mets là-haut. Le lien vers cette vidéo est dans la description. Ensuite, on a déjà parlé beaucoup du roulage de cette voiture lors de l'essai international à Ibiza. Donc c'est pareil, on va vite passer là-dessus, on va se concentrer sur les consos. Donc si vous voulez en savoir plus sur le roulage, hop, vignette, le lien est en bas de la description. Vous avez une bonne liste de courses avant de commencer cette vidéo, quoi. Nous là, c'est la conso. On va voir si cette Twingo fait mieux que la Ioniq 28. Attention, avertissement. C'est que là, on a la version 18 pouces. Elle existe aussi en version 16 pouces. Donc peut-être que déjà là, elle peut la battre. Peut-être. Mais si elle la bat pas, il y a encore une possibilité que la 16 pouces puisse la battre. Malheureusement, là, actuellement, en Parc Presse, il n'y a que des 18 pouces, donc on teste avec une 18 pouces. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, parce que plus on a d'abonnés, plus c'est facile d'avoir des voitures rapidement, longtemps, etc. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram. Il se passe plein de choses sur Instagram. Et on prend la route tout de suite. Je fais ville-route à l'extra-autoroute. Allez, c'est parti. C'est parti. On veut de la conso. On va savoir. On veut du chiffre. Avant de commencer, petite auto-promo. Si vous voulez une borne de recharge chez vous et vous savez pas à qui vous adresser, rendez-vous sur la chaîne EV.fr, rubrique pose de borne. C'est là, dans le menu, là, en bas. Vous tombez sur un formulaire. Il faut le remplir pour détailler votre projet. Et une fois que vous envoyez le formulaire, boum, nous, on vous met en relation avec jusqu'à 3 artisans de votre région. Ils vont vous appeler pour prendre rendez-vous. Ils vont se déplacer. Ils vont vous faire des devis. Et vous pourrez tranquillement comparer les prix et services et choisir le meilleur. Ou pas, parce que c'est sans engagement. Et en plus, c'est gratuit. Et ça marche aussi pour la pose de prise renforcée. Rendez-vous sur la chaîne EV.fr, rubrique pose de borne. Vous pouvez aussi scanner le QR code là. Voilà, merci de m'avoir écouté. Le parcours ville, c'est environ 17 km dans les rues de La Teste-de-Buch et d'Arcachon en Gironde. Le dénivelé est très faible. La vitesse moyenne est comprise entre 25 et 35 km/h selon les conditions de circulation. C'est parti. Bon, on est dans la Twingo. Pour le Ioniq 28 Challenge, il y a 3 règles. La première, c'est d'être à 100%. On est bien à 100%. La deuxième, c'est d'avoir un chauffage à 22 degrés en auto. Là, c'est pas mal, c'est des petits boutons. Et quand on appuie là, on passe en auto. Sinon, on peut régler ici la puissance du flux. Donc là, hop, auto, il y a le petit picto auto qui est sélectionné. Et ensuite, en mode de conduite, on est en mode normal. Pas en sport, pas en éco. Il n'y a pas de mode sport. Il y a juste un mode éco ici. On appuie là. Alors, j'ai pas démarré. On appuie là, hop, ça fait apparaître la petite fleur du mode éco. Je le retire. Voilà, on n'est pas en mode éco. Sinon, tout l'intérieur, comme on l'a dit dans l'intro, on l'a déjà présenté lors de notre essai à Ibiza et de nos essais statiques. Il y a un truc qui est très intéressant de cette voiture, et ça, j'adore les voitures qui font ça, c'est qu'au niveau des appareils connectés, des téléphones, on peut choisir exactement ce qu'on veut. Par exemple, on peut dire qu'on veut que le Bluetooth fasse téléphone, fasse aussi audio. Ou si on clique, moi je ne l'ai pas ajouté, j'ai pas accepté le CarPlay, mais par exemple pour Alex, si je clique ici, ça accepte l'Android Auto ou pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut dire au système, je ne veux pas d'Android Auto, je ne veux pas d'Apple CarPlay. Le système est assez complet avec de la musique, du GPS, du Waze, on peut télécharger des applis, etc. On peut dire je refuse une connexion Android Auto qui va siphonner un peu plus la batterie et rester uniquement en musique téléphone. Et même si on décoche musique, ça veut dire que quand on s'arrête quelque part, on peut regarder par exemple des vidéos sur Insta ou sur YouTube avec le son qui sort du téléphone et pas de la voiture. Bref, moi je trouve ça vraiment génial. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler Alex. Ouais. Ah, j'ai oublié de parler du One Pedal, mais on en a déjà parlé. Petit coup de palette sur le volant à gauche, on passe en One Pedal. Et bien sûr, toujours les 3 commodos ici, vous devez les voir. Ça, c'est un peu le défaut du truc, mais en fait, on s'y fait quand même. Alors, on est tombé à 99%. Elle est vraiment mimi quand même. Allez hop, je passe en One Pedal. Donc One Pedal en marche avant, pas en marche arrière. Quand on passe en marche arrière, quand on repasse en marche avant, on est revenu en rampage parce que Renault estime que pour faire des manœuvres, on est en rampage. Et dès qu'on repasse les 12 km/h ou 15, je sais plus, on repasse en One Pedal. En fait, après, cette raison s'explique aussi parce qu'ils sont pas hyper bons en one pedal
mal 2 km/h, on va dire. Que, vu que c'est plus du frein mécanique, bah, c'est moins fluide qu'une Tesla par exemple. Oh, le one pedal est très très fort. On va le mesurer tout à l'heure, mais à mon avis, il va faire un bon score. Ah, je supprime l'alerte de survitesse avec le MySafety perso. On l'a déjà expliqué plusieurs fois. On définit toutes les règles qu'on veut par rapport aux ADAS qui sont obligatoires à cause de l'Europe ou grâce à l'Europe, selon. Et on fait 2 clics sur le bouton ici, terminé. Bon, ce que je vous propose, c'est de se retrouver à la fin de la ville. Allez, à tout de suite. Bon, on a fait 13 km en ville là. Il y a un truc que j'ai oublié de dire. Le Ioniq 28 Challenge, c'est entre 15 et 25 degrés. Si possible, entre 18 et 25 degrés, c'est mieux. Et là, il fait 19 degrés, donc on est absolument parfait. En plus, franchement, on a du bol. On passe entre les gouttes des jours qui suivent. On a une belle journée de beau temps pour faire un Ioniq 28 Challenge dans les meilleures conditions. Donc, trop de bol. Je suis réglé à 22 degrés. J'ai un petit peu chaud dans la voiture. Il n'y a pas d'aérateur ici central qui envoie de l'air sur la personne. Il n'y a que des aérateurs latéraux et un au-dessus là. Au niveau de la maniabilité, c'est excellent. Au niveau du confort en ville, bon c'est pas mal, hein. Enfin ça va quoi. Au niveau du toucher de pédale, c'est en one pédale, c'est un tout petit peu violent dans les derniers mètres. C'est-à-dire lâcher la pédale à 15 km/h, ça fait un bon petit ralentissement un peu fort. Violent, c'est peut-être un peu fort, brut. Ouais, un peu. Peut-être moins. Disons que c'est un petit peu trop fort, quoi. Plutôt, c'est pas assez progressif. C'est ça. D'ailleurs, moi, personnellement, j'ai fini par plutôt rouler en mode 3 plutôt qu'en one pédale. Parce que, comme on le dit souvent, mieux vaut un bon rampage qu'un mauvais ou moins bon one pédale. Et qu'est-ce qu'on dit souvent aussi, Alex? On dit ce qui est bien, c'est quand les constructeurs laissent le choix. Et là, on a des palettes au volant où on peut modifier en permanence la force du freinage régénératif. Si on a envie d'être en one pédale en ville, on peut. On met ensuite 4 coups là ici sur la palette de droite et on peut passer en roue libre sur la route. Il y a des gens qui y toucheront jamais comme moi et il y a des gens qui s'amusent à être en roue libre et augmenter le freinage régénératif quand ils arrivent par exemple à un rond-point. Tout le monde sera content là-dedans et c'est le principal. Allez, jette un petit coup d'œil à la conso. Ouais, c'est dans la norme. Alors là, moi je veux pas regarder la conso, vous le savez, c'est la baston du jour là. En vrai, j'ai tellement envie qu'il y ait une voiture qui batte enfin la Ioniq 28, ça serait tellement cool. Bah, c'est vrai que là, elle a quand même tout pour pouvoir y arriver potentiellement, vu que c'est quand même une nouvelle génération, légère, qui a été justement travaillée à fond pour travailler justement sur l'efficience d'après Renault, justement avec une petite batterie, réussir à faire quelque chose qui permet d'avoir un rayon d'action suffisant. Donc vraiment la philosophie un peu initiale de la Ioniq 28 quoi. Par contre, on l'a dit dans l'intro, c'est du 18 pouces, ça existe en 16. Ça se trouve, la 18 pouces va échouer de peu derrière la Ioniq alors que la 16, elle y serait arrivée quoi. Ce sera peut-être l'occasion d'un autre essai un jour. Franchement, si la 18 échoue de peu, on reprendra une 16. Il faut qu'il y ait une voiture qui batte la Ioniq 28. En mode Ioniq 28 Express. Ouais, voilà. Allez, on arrive. Ce qui est énervant, c'est que là, moi, il y a du suspense, mais il est surtout pour moi le suspense. Parce que du coup, je ne saurais pas, moi, la conso. Toi, tu vas avoir la conso d'autoroute qu'on ne connaît absolument pas. Enfin, absolument pas. On la connaît à peu près à 110, nous. Ouais, voilà, mais à 130, on sait pas. Voilà, dernière régène. Oh, C'est pas la meilleure conso, hein. oh, oh, oh. Allez, je fais la photo. Alors là, par contre, voilà. Là, je viens de serrer le frein à main ici et je reste en mode drive. Je serre le frein à main, passe-moi en B ou au moins en N. Soit avec la boîte bloquée, soit en neutre, mais pas en drive. C'est-à-dire que si j'accélère là, ouais, je pars. C'est nul. Faut que j'ouvre une porte. Ou alors, attends, faut que je fasse. Attends. Si je passe en drive, je le tiens longtemps. Non. Je mets un petit coup. Non. Ah, je peux passer en N en levant un tout petit peu le commodo. Ok. Allez, petit concours de vite. 3, 2, 1. Toc, toc. Ça va. Elle a fait pour moi un peu plus. Enfin, c'est sûr, elle a fait un peu plus que la moyenne, je pense. Donc, si toi, t'as fait un truc, t'as l'air dans la banane, donc bon. Je vais dire un truc, je suis arrivé à un chiffre. Avant que je puisse prendre la photo, elle a pris 0,1. Mais je prendrai le premier chiffre que j'ai vu quand je me suis arrêté. Et là, elle vient de reprendre 0,1. Donc elle compte les consos à l'arrêt. Donc pas besoin de refaire un trajet supplémentaire comme on a fait avec la P7 Plus. L'écart à la recharge sera honnête. Moi, ce que je propose, c'est de regarder si on peut passer le coude dans la vitre arrière. Enfin, peut-être qu'on peut passer le coude, attends. J'arrive. Alors, déjà, tiens, est-ce que derrière je peux rentrer avec toi qui conduis? Ouais, c'est un peu serré, je dois écarter les jambes, mais en mettant les jambes à l'extérieur du siège, ça passe. Ouais, mais attends. Le siège, tu peux le reculer là. Ah non, je l'avais reculé déjà. Ah non, sinon je serais pas rentré. Ah non, si je l'avance là. Là, je suis dans un Twizy là. Allez, du coup, comment ça s'ouvre ça? J'ai même pas essayé de l'ouvrir en fait. Ah si, voilà, comme ça. Non, là peut-être pour dire à l'aide limite, mais non, le coude passe pas. Mais c'est quand même petit fun. Aïe, oh.
Il devrait... Mais c'est quand même fun de perdre son doigt. Non, il devrait mettre le message ici. Attention, peut pincer très fort. Ah putain, je cache la console, ça se trouve il l'a vu. Ça se trouve tout ça c'est un stratagème pour voir la console. Allez, on passe à la route. Le parcours routier, c'est environ 25 km composé en grande partie de grandes lignes droites à 80 km/h et de ronds-points. Là encore, le dénivelé est très faible et la vitesse moyenne est généralement de 65 km/h. Bon, on attaque. Il y a un truc qui est hyper important quand on attaque la route, c'est de savoir qui va passer en premier. C'est vraiment le truc peut-être le plus important de la chaîne et donc ça se joue au Shifumi. Je pense qu'on se préserve toute la semaine pour ce moment. Et après, séance de psy quand on a perdu. Bah, en fait, c'est tout l'art, c'est de réussir à le faire sans réfléchir, mais je n'ai jamais réussi jusqu'à maintenant. Vas-y. Shifumi. J'ai essayé de pas réfléchir, hein. Et ben voilà, ne réfléchis pas. Comme quoi, mais vous ne pas réfléchir, ça marche toujours mieux dans la vie. C'est quand même cool cet OS là, regardez. On peut cacher ça. On a le GPS, la musique. Alors là, il n'y a pas Spotify de télécharger encore, mais on peut mettre toutes les applis Google, Android automotive, Android quoi. Android automotive. Ouais, mais en musique, il y a tout. Franchement, il y a quasi tout quoi. L'écran est petit, mais en fait, ça fait le job quoi. Ouais. Là, je fais téléphone, j'appelle Alex de la chaîne EV et ça appelle. Quand on recule, on a la caméra arrière, on le sait. C'est pas son point fort. Elle est horrible. Bon, voilà, on voit quand même qu'il y a des voitures qui arrivent. Hein. Ah putain, voilà, j'ai mis les essuie-glaces. Hein? Ah ouais, alors, faut bien appuyer sur le frein pour passer les vitesses. Alors ça c'est un défaut quand même. Plein de fois, je fais le coup de levier, tu remets un petit coup pour penser reculer ou avancer, d'un coup la voiture part dans le sens inverse de ce que tu pensais, parce que ça n'a pas pris en compte. C'est un petit défaut quand même. Les ADAS, on va en parler vite fait, c'est très rapide. Il n'y a qu'un régulateur adaptatif et un limiteur des vitesses quand même, il faut le dire. Les deux peuvent être synchronisés à la vitesse des panneaux avec un simple bouton, le bouton synchronisé. Ça c'est génial, vraiment. Il n'y a pas de synchronisation auto comme sur les Renault 5, les Mégane, etc. C'est juste un bouton. Là par exemple, je fais hop et ça y est, je suis à 80. C'est génial. C'est vrai qu'on pense pas souvent à parler du limiteur de vitesse, alors que beaucoup de voitures en ont, et c'est vrai que c'est pas un réflexe. Il y a des fois on l'oublie, alors qu'on sait que vous êtes beaucoup quand même à l'utiliser. Donc on essaye d'y penser à chaque fois, mais voilà, excusez-nous s'il y a des fois on n'y pense pas. Je suis désolé, mais on ressort de plusieurs essais de chinoises qui ont leur qualité, d'accord ? Mais quand tu reprends une européenne, tu as un régulateur de vitesse, tu as un limiteur, ce que tu n'as pas avec les chinoises. Tu as des boutons 7 plus, 7 moins pour régler la vitesse normale. Mais tu as un bouton raise aussi. Par exemple, nous, quand on a fait le road trip pour la ramener ici à 110, si on avait appuyé sur le bouton de synchronisation auto à chaque fois, on aurait été recalé à 130 tout le temps. Tandis que si on appuie sur le bouton raise en bas, et vu qu'en mémoire, c'était la vitesse 110, à chaque fois qu'on appuyait sur raise, on remontait à 110. Ça, il n'y a pas sur les chinoises, par exemple. D'ailleurs, raise pour résume. Hein. C'est génial. Je suis désolé, mais c'est tellement plus ergonomique, plus pratique, avec des vrais boutons, pas des trucs tactiles. C'est tout le dilemme entre interface épurée et ergonomie, quoi. Après, il y a le juste milieu. Et je trouve que là, on a de l'ergonomie et une interface épurée, même si l'écran est petit, et on est dans un truc qui est pas mal. Ouais, enfin là, épurée, c'est la voiture qui a le plus de commodo du marché quand même. Oui, non, là, il y a du commodo, ouais, c'est vrai. Bon, eh bien, on est parti pour notre petit trajet routier. Et puis, au milieu de la route, on va inverser les positions pour pas qu'il y ait un avantage aérodynamique. Et puis, on se retrouve à la fin. Allez, salut. Allez, à tout de suite. Bon, eh bien, 22 km de route déjà, il en reste 3, c'est 25 km notre trajet route. Bon, sur la route, c'est assez cool, hein. Il y a un truc qu'on n'a pas dit à propos du régulateur de vitesse. On a dit que pour passer de la marche avant à la marche arrière, il fallait appuyer fort sur le frein. Bah, c'est pareil pour couper le régulateur de vitesse. Il faut appuyer un peu fort sur le frein. L'endroit de détection du frein, il est un peu loin. Ce qui fait que si vous coupez le régulateur de vitesse avec juste un petit coup de frein, ça va faire un à-coup. Ça manque de petits feelings doux. Du coup, l'idéal, je pense que c'est d'appuyer sur le bouton 0, qui est plus doux que d'appuyer sur la pédale de frein. Voilà, là, il y a un bouton 0, ça coupe le régulateur, c'est super pratique. Alors, au niveau du diamètre de braquage, je vous mets le chiffre en bas. Il y a des gens, lors de notre essai à Ibiza, qui ont dit ouais, c'est pas terrible par rapport aux de la catégorie. Écoutez, moi, je trouve que le diamètre de braquage de cette voiture, il est trop bien. Enfin, je veux dire, la voiture est ultra maniable. Au-delà du chiffre, là, par exemple, je me mets juste derrière Alex, je tourne à fond, et là, je le percute. Voilà. On a vu par exemple avec la P7 Plus que je pouvais tourner autour de la voiture sans jamais la toucher. Bon, évidemment, c'est pas la même taille, mais cette voiture est hyper maniable, c'est bon, ça suffit. Bon alors, t'as le smile ou... Non, je pense qu'on est moins bien que la Ioniq 28. Pas de beaucoup, hein, mais je pense qu'on est un peu moins bien. Parce que là, je suis pile dans la Ioniq 28. Bah oui, t'es pile dans la Ioniq 28, tout le monde le voit à la caméra. Ah. T'es pas en dehors. Pourquoi il dit ça? Bon, allez, on passe à l'autoroute maintenant. Le parcours autoroutier, c'est environ 90 km en aller-retour sur l'A660 et l'A63 en direction de l'Espagne. Là aussi, le dénivelé est très faible, l'altitude du point d'arrivée est la même que l'altitude du point de départ, et la vitesse moyenne est généralement comprise entre 110 et 120 km/h. Shifumi? Shifumi.
Putain, vas-y, c'est quoi cette année là? Ça marche mieux quand je réfléchis pas. Bon allez, je pars devant. Comme d'habitude, ça n'a aucun avantage, c'est juste pour le fun. Du coup, j'ai pas vu la conso. Je ne sais pas combien elle a consommé sur route. Allez, drive. Et on est parti. Bon, généralement, quand on commence l'autoroute, on parle du planificateur. Mais premièrement, le planificateur Google, on en a beaucoup parlé, que ce soit sur les Renault, les Polestar, etc. Et deuxièmement, sur la chaîne, on vous en a parlé au début, on a diffusé le road trip qu'on a fait avec cette voiture de Paris à Arcachon. Donc, on a déjà pas mal parlé du planificateur. Donc, si vous voulez en savoir plus sur les longs trajets avec cette voiture, c'est dans cette vidéo. Et d'ailleurs, dans cette vidéo, on s'est rendu compte que les longs trajets, finalement, c'était possible. Ça marchait, en fait. Bah, et c'est même plutôt très acceptable. Avec la nuance qu'on a tendance à conseiller de rouler plutôt à 110 qu'à 130. Voilà, c'est le seul truc que je peux retenir principalement de ce parcours. Et d'ailleurs, on va en parler là. Là, je m'insère sur l'autoroute. Je vais monter donc à 130. Donc là, je vais laisser la voiture se caler par rapport au panneau. Voilà, 130, je synchronise, elle y va. Et faut savoir qu'avec cette voiture, on est limité à 135 km/h. Le régulateur permet d'aller jusqu'à 135 km/h. Par contre, 135, c'est vraiment, voilà, on est pied au plancher, la voiture ne peut pas aller plus vite. Et du coup, niveau sécurité, bah, si on a besoin de dépasser, qu'on est en train de dépasser, bah là, on est vraiment bloqué par la voiture. Et c'est là où cette voiture, en fait, j'aurais tendance à dire qu'elle incite à rouler à 110, de manière à avoir de la marge de manœuvre pour pouvoir dépasser à 130 si on a besoin. Mais au final, c'est plutôt cool de rouler à 110. En gros, partir avec cette voiture sur un long trajet, c'est plus une sorte de voyage qu'un trajet pur, quoi. C'est-à-dire qu'il faut compter la route qu'on va faire avec cette voiture comme le début du voyage et possiblement, plutôt que de prendre l'autoroute et vouloir aller le plus vite possible, bah, possiblement prendre les nationales, s'arrêter dans des petits villages sympas pour recharger, en profiter pour visiter, manger. C'est vraiment une voiture de gens qui ont envie de faire du vrai road trip et pas un long trajet, du road trip. C'est génial. Et bien sûr, c'est possible. Dans quel cas, Alex? Bah, dès qu'on a pris l'option charge rapide. Et d'ailleurs, cette charge rapide, elle apporte aussi la charge à 11 kW. Parce que si vous prenez pas la charge rapide, vous avez en plus la charge seulement limitée à 7 kW en AC. Je crois même que c'est 6 ou un truc comme ça, non? Je suis même pas sûr que ce soit 7. Ouais. Donc voilà, on le dit, on le redit. Si vous prenez une voiture, peu importe, s'il y a la charge rapide est en option, il faut prendre la charge rapide pour toute la vie de la voiture. Et même pour vous permettre potentiellement d'avoir cette possibilité de faire un long trajet s'il y a besoin une fois de le faire. Si vous habitez à la campagne, qu'un jour il y a une coupure d'électricité à cause d'une tempête, vous avez plus d'électricité chez vous, au moins que vous puissiez aller dans la ville la plus proche, vous recharger en charge rapide et vous charger en 30 minutes et non pas en 4 heures. Donc là on est sur autoroute, là je suis au régulateur, donc là il n'y a pas de notion de one pedal ou quoi que ce soit. Par contre on peut très bien vouloir rouler nous-mêmes en conduisant, ça arrive encore quand même. Et il s'avère que quand on met le one pedal, la notion du point neutre on va dire, est pas forcément évidente à trouver. Bah, j'aurais tendance à conseiller sur autoroute à plutôt rester en mode 3 voire moins. Surtout que sur autoroute, bah, aller jusqu'à l'arrêt complet, c'est assez rare à part en embouteillage. Donc moi, au niveau feeling, bah, si je dois conduire, en tout cas, c'est sûr, je mets pas le one pedal quand je suis sur autoroute avec cette voiture. Au niveau des ADAS, bah, il n'y a pas de lane assist, hein, on l'a dit, c'est que du régulateur. Il est très très bien sur autoroute, le régulateur. Un exemple, on se fait coincer derrière un camion à 90, on met le clignotant pour doubler, bam, la voiture accélère tout de suite et réduit tout de suite sa distance avec le camion pour accélérer. C'est très dynamique, c'est bien quoi. De toute façon, les ADAS Renault, on connaît, c'est très bien. Et là, c'est très très bien. On a parlé tout à l'heure qu'on pouvait synchroniser la vitesse du régulateur à la vitesse des panneaux avec le bouton synchronisé. La voiture lit pas trop mal les panneaux quand même, Alex. Non, c'est vrai, c'est vrai. Et un truc qui est quand même génial avec l'Android Automotive et Google, c'est que dès qu'on met une destination dans le GPS, aussi loin ou courte soit-elle, il affiche toujours le pourcentage à l'arrivée. Et ça, même juste pour aller au boulot, bah, c'est hyper agréable de savoir que voilà, on part à 80% de la maison. Il nous annonce qu'on arrive à 63% ou à 55%. Enfin, c'est zen. On a toujours le pourcentage à l'arrivée et ça, c'est vraiment un indispensable qu'on veut dans toutes les voitures. Et là, bah, Renault avec Android Automotive et Google, bah, ça marche nickel. Et le pourcentage à destination affiché au tableau de bord, il est plutôt fiable. Ça, c'est cool. Bon, allez, je pense qu'on a dit ce qu'on avait à dire sur l'autoroute avec cette voiture. On se retrouve à la fin de l'autoroute et donc à tout de suite. Bon, eh bien, on n'arrive pas du tout à la fin de l'autoroute. Petit rajout, c'est très drôle. J'aime beaucoup ces situations. On était là, on roulait tous les deux. Je rappelle qu'on a la même taille de batterie, hein. Et j'aurais juste faire une petite précision avant qui a son importance. C'est que quand on termine le Ioniq 28 Challenge, avec la Ioniq 28, on est quand même à un niveau de batterie assez bas. Il reste plus beaucoup d'autonomie. Et donc, Alex me demande, en toute innocence, à quel pourcentage de batterie je suis. Et moi, je lui dis, je suis actuellement, bah là, je suis à 62. Et toi, Alex? Bah là, du coup, maintenant, je suis à 56. Donc, ça veut dire que j'ai moins de batterie que lui, qui me reste. En toute logique, peut-être que je consomme un peu plus, à voir. Mais ça veut dire que c'est un peu temps d'axe potentiellement de finir le parcours. Et voilà! Je pensais pas qu'on pourrait revivre cet esprit d'Asha Spring qu'on avait vécu au début de la chaîne, où c'était d'ailleurs JC qui était au volant, où je crois que je me foutais un peu de sa gueule. Alors, je ne sais pas si on va y arriver. Je vois les pourcents descendre.
Ah ouais. Sauf que cette fois, c'est moi qui suis au volant sur l'autoroute. On se retrouve tout à l'heure, soit à la fin de l'autoroute, soit sur un plateau. Salut. Bon là, il y avait un petit doute quand même d'être sûr qu'on arrive à destination, tranquille, machin. Et comme on l'a dit tout à l'heure, le pourcentage batterie estimé par le planificateur, c'est souvent rassurant psychologiquement. Parce qu'on s'est dit, on va mettre le planificateur sur le point d'arrivée et savoir à combien la voiture estime qu'on va arriver en roulant à 130 du coup, vu qu'on est sur l'autoroute. Et là, pour le coup, je l'ai mis et elle me dit que j'arrive à 19%. Donc là, déjà, la charge mentale, elle est redescendue d'un coup. Je dis, bon bah voilà, c'est bon, safe, j'arrive avec 19%, on a largement de quoi retourner au bureau après. Donc voilà, plus de stress, il y a le planificateur, Google. T'es à combien de pourcents batterie là? Là, je suis à 40% et elle me dit que j'arrive à 19. Je suis à 48, on a toujours les 8 d'écart. Donc voilà, comme quoi c'est vraiment trop bien d'avoir ce pourcentage estimé par le planificateur. On ne fait que le répéter, mais tous les constructeurs, regardez ces vidéos et mettez-nous toujours le pourcentage estimé à l'arrivée. Affiché en permanence, évidemment. Bon allez, cette fois on se retrouve à l'arrivée, hein. Ouais, maintenant il n'y a même plus de suspense, c'est nul. Bon, on arrive à la fin de l'autoroute et est-ce que Alex s'est arrêté sur une aire parce qu'il n'y avait plus assez d'autonomie ou pas? Alex, est-ce que tu es toujours avec nous? Eh oui, je suis toujours là. Et l'estimation de la voiture est toujours stable. Et maintenant c'est 19%, là je suis à 20% estimé. Donc ça a oscillé entre 19 et 20. Donc franchement pour moi ça tient ses promesses. Et un autre truc qu'on vous a pas dit sur la route, en fait avec cette voiture, elle a les points d'intérêt de vigilance comme les radars. Et du coup il y a un petit dong-dong dès qu'on arrive proche d'un radar. Et ça c'est quand même hyper confortable parce que vous avez des petites alertes si jamais vous n'êtes pas très vigilant sur les radars aux zones de danger qu'il peut y avoir sur la route. Et ça c'est assez rare, il y a peu de constructeurs qui le proposent. Alors là il y a un truc qui est très étonnant, c'est que on est resté longtemps au même pourcentage batterie. On a la même taille de batterie, je le rappelle quasiment. Et d'un seul coup Alex il a perdu du pourcentage batterie. Il est arrivé jusqu'à 8 points d'écart, lui en moins que moi. Et là par contre il arrive à 20, j'arrive à 26, c'est-à-dire qu'il aurait récupéré du pourcentage batterie à la fin. On l'a toujours dit, le pourcentage batterie, c'est pas fiable, c'est pas linéaire. Et puis en plus, on a appris un truc de la bouche d'un ingénieur Renault. Ouais. Donc on sait pas si c'est vrai, mais quand même, ça vient d'un ingé Renault. Je te laisse le dire, Alex. Que les batteries NMC, en fait, on se base toujours sur le voltage de la batterie pour savoir à quel pourcentage elles sont, parce qu'en fait, ça, c'est vraiment, il y a une courbe qui est définie pour savoir vraiment le pourcentage précis d'une batterie NMC. Par contre, pour les batteries LFP, en fait, il y a une plage entre 15 et 80% où elles ont le même voltage. Et du coup, on peut pas se baser là-dessus pour savoir le pourcentage batterie. Et donc, il y a un compteur de consommation qui sort ou qui rentre dans la batterie pour savoir où elle en est. Donc, entre 15 et 80%, c'est une estimation par rapport à ce compteur. Et donc, c'est potentiellement moins précis une batterie LFP entre 15 et 80% qu'une batterie NMC. Ce qui peut expliquer cet écart qu'on peut se retrouver à date. Et c'est aussi la raison pour laquelle on vous recommande toujours de recharger une batterie LFP à 100% une fois par semaine, une fois par mois. Parce que si vous naviguez tout le temps entre 80 et 15%, au bout d'un moment, le compteur d'électrons, il n'est pas très précis, il y a un décalage qui va se créer. À partir du moment où vous rechargez à 100%, le BMS, il va savoir à quel endroit vous êtes de la batterie, il va se recalibrer. C'est pour ça qu'il faut recharger au-delà de 80% et donc 100% de temps en temps. C'est hyper intéressant quand même. Attention, hein. C'est pas nous, on n'est pas des experts en batterie. C'est un ingé Renault qui nous a dit ça quand il nous présentait la batterie de la Twingo. Bon Alex, elle est comment la console là? Oh mais... Je suis sûr qu'il ment. Je rappelle qu'il arrive avec un pourcentage batterie plus bas que moi, donc quand même il y a un indice. Ouais mais c'est le LFP là. On n'est pas encore à 15%, elle sait pas vraiment où elle en est là. Vous voulez savoir les consos? C'est tout de suite, mais pas tout de suite, tout de suite. Avant, on va aller tester la force du freinage régénératif de cette voiture. C'est parti. Nous voici pour le test de régène. J'en ai un peu marre de répéter tout le temps les mêmes trucs. Route de campagne, limiteur de vitesse, 80 km/h, passe devant moi, lâche le pied de l'accélérateur, one pédale, distance, mesure, et on compare les mesures, on compare les distances que les voitures mettent pour s'arrêter, et ça donne un chiffre de la force du freinage régénératif. Moi j'ai dit 100 mètres. C'est parti. Bon alors, vu que dans cette voiture, il y a le limiteur de vitesse, du coup je vais mettre le limiteur de vitesse, je vais le mettre en mode limiteur, voilà, limiteur sectionné. Je vais mettre la vitesse, hop, je vais la mettre à 80. Là c'est facile, je vais mettre pied au plancher jusqu'à 80 km/h. Voilà, là elle me limite à 80, et dès que j'arrive au niveau de JC... Et hop là, les feux se sont allumés immédiatement. Je lâche l'accélérateur, voilà, ça freine fort. Ouh, c'est court ça. Allez, jusqu'à l'arrêt complet. Hop. 110 mètres. Ouais, petit aparté sur le limiteur de vitesse. Si je fais pied au plancher mais sans dépasser la butée, je reste bridé à 80. Par contre, si j'appuie sur la butée de l'accélérateur, je peux dépasser le 80. Sauf qu'elle va biper et me permettre de le faire. Donc s'il y a besoin de dépasser, on peut quand même dépasser le limiteur de vitesse. Alors, une estimation? Ça freine fort d'un coup quand même. Hein. Ouais, alors on avait dit 92 mètres la CLA, 114 mètres la B10, 125 la C'est P7. moins de 100, c'est quasi sûr, je dirais moins de 100. Quasi sûr? Ouais. Ok. Deuxième essai? Allez, c'est reparti.
En fait, ça a l'air de freiner fort, ralentir un peu et ça refreine fort sur la fin. Là, le frein mécanique, on le sent, hop, dernier mètre, vraiment, ça s'arrête. Ouais, 110 mètres. Regardez-moi ça si elle est belle. Vu ta réaction de tout à l'heure avec le moins de 100, je sens que c'est plus que 100. Parce que le T-Sur, je dirais du coup en toute 110. 110. 110 mètres, c'est-à-dire l'équivalent de la B10, alors que je trouve qu'elle a un freinage régénératif beaucoup plus fort que la B10. Ouais, mais en fait, je trouve qu'en fait, dès que tu lâches, ça freine fort, c'est plus doux et c'est brutal sur la fin. Bon, et bien maintenant, on passe au moment que vous attendez tous, à savoir, est-ce que cette voiture consomme moins que la Ioniq 28? C'est maintenant les consommations. C'est l'heure des consos. Moi, je pense tout savoir. Peut-être que je suis bluffé, mais t'imagines même pas. Hein. On y va, on commence par la ville. Alors la ville, on a fait 16 km, 30 km/h de moyenne. Et la Ioniq 28, elle a fait une conso habituelle, mais un petit peu au-dessus d'habitude, je pourrais même dire. Elle a fait 9,2. Donc là, Je suis à ce moment-là le seul à savoir. Et ça, c'est génial. La Twingo, sur le même parcours, devant la Ioniq 28, ensemble, même vitesse, même température, etc. Elle a fait 9 kWh au 100. Ah, j'espérais en dessous de 9, t'avoue. Elle a battu la Ioniq en ville. En 18 pouces. En 18 pouces. C'est-à-dire que là, c'est pas mal. Je rappelle que la Ioniq, elle a déjà été battue une fois en ville. C'était la e-up. C'est vrai. Allez. Mais la e-up, ça s'était gâté sur les autres parties, ouais. les autres tronçons de notre essai. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. On va passer à la route. Voilà, la route, c'est facile. On a fait 25 km comme d'hab. Comme d'hab. 64 km/h de moyenne. Ouais. Et là, elle a fait une conso de Ioniq 28. Elle a fait le petit 10 speed qu'elle aime bien faire. Le petit 10 pile. Ouais. Combien la Twingo pour toi? Attends, je dirais un 11,2. 11,1. Hey, Les écarts entre les deux s'affichent en bas. je sens que ça va être comme ça les écarts, tu vois. L'écart augmente forcément, Voilà. il était négatif, il passe à positif. Mais je pense que ça va s'accentuer. Et c'est les écarts en pourcent qui comptent pour le classement final. Maintenant, on passe à l'autoroute. C'était moi au volant de la Twingo. Avant de passer à l'autoroute, petit rappel, lors de notre trip à 110, elle avait consommé 13,5 kWh au 100. Et on était en mode éco, je ne sais pas si ça Ouais, change c'est grand-chose vrai. sur des vitesses stabilisées. Ah, on avait la clim, on sentait qu'il soufflait un peu moins, donc Ouais, potentiellement mais, il consomme un peu moins. Voilà. Allez, maintenant, on passe à l'autoroute. Donc, la Ioniq sur l'autoroute, on a fait 87,5 km à 119 km/h de moyenne. On a bombé. Hein. Ah ouais? Ouais, d'habitude, c'est entre 115 et 120. Là, on est dans la fourchette haute. Et la Ioniq, elle a consommé 15,8 kWh au 100. Ah, c'est comme... ouais, c'est pas les meilleurs consos, mais c'est Non. pas mal quand même. Non, mais on a roulé un peu plus vite, je sais pas pourquoi. À un moment donné, sur la route, je me suis dit, mais là, elle consomme presque plus que ma Ioniq 6 4 roues motrices, tu vois. Ouais. Je me suis dit, ça et au fait final, bien. à la fin, ça s'est amélioré, mais c'est pas très bon pour enfin, c'est pas bon pour cette taille de voiture. On Elle dit a- qu'on est en dessous de 20 quand même. Ah oui. Ah. Oui, Ah, quand même. ça va. Ouais. Mais tu vois, j'espérais un truc dans les 17, tu vois, c'était pas mal. Ça aurait été pas mal. Ça aurait été pas mal dans les 17. Non, là, on est à 18,4. Oh, mais ça va, je m'attendais à 21. Non, moi. non, quand même pas, faut pas abuser. Ah, bah. Ah, ok, 18,4. Bon, bah, c'est pas terrible, mais c'est une petite voiture, elle a le cul tout droit, il n'y a pas d'aéro. Ouais, alors je pense pas que ce soit l'aéro. Perso, je pense que Renault, et je trouve ça plutôt intelligent, ils ont optimisé le réducteur. Elle est limitée à 135 km/h, vraiment, c'est sa VMAX, c'est vraiment là où elle est en mode j'en peux plus. Ouais. Et par contre, rouler à 50, 80, bah, c'est là où elle est dans sa plage d'utilisation qui va bien. Et pour le type de voiture, bah, c'est complètement justifié en fait. Mais on ne sait pas. Comment ça, on ne sait pas? Ben, on ne sait pas si tu as raison. Ah oui, mais j'ai forcément raison. D'accord. Bon, bah, maintenant qu'on a tous ces chiffres, on va passer tout ça à la moulinette du Ioniq 28 Challenge et on va voir comment cette voiture se classe dans notre classement. C'est parti. C'est parti pour la moulinette du Ioniq 28 Challenge. Alors comment on fait? D'abord, on prend toutes les consos de la Ioniq 28 depuis le début de nos essais et on en fait des moyennes. Et ensuite à ces moyennes, on applique l'écart en pourcent relevé dans le test de la Twingo d'aujourd'hui. Et ça donne les consommations normalisées suivantes. En ville, 9,1 kWh au 100. Sur route, 11,2 kWh au 100. Et sur autoroute, 18,5 kWh au 100 pour une conso mixte de 12,9 kWh au 100. Et si on croise ça avec la taille de la batterie, ça donne les autonomies suivantes. 302 km en ville, 246 km sur route, 149 km sur autoroute de 100 à 0%, mais surtout 104 km sur autoroute de 80 à 10%. Mais attention, ça c'est à 130 km/h. Comme on l'a dit dans la vidéo, on vous conseille de rouler à 110 km/h sur autoroute. À 110 km/h, la conso est d'environ 13,5, ce qui fait une autonomie de 100 à 0% de 200 km et de 80 à 10%, c'est-à-dire entre deux bornes, de 142 km. Ça donne un peu plus de polyvalence quand même. L'autonomie mixte est de 213 km pour un double
WLTP de 254. Durant notre test, on a consommé 23,04 kWh. On a branché la voiture pour la recharger et la remettre à 100% et la borne nous indique avoir renvoyé 27,15 kWh, ce qui fait un écart à la recharge de 17,8%. C'est un petit peu élevé mais ça va. Si on applique cet écart à la recharge à la conso mixte, on passe de 12,9 à 15,2 kWh au 100. C'est ça qui compte pour le classement. Et justement au niveau du classement, ça la place à la 6e position sur 55, même si elle bat pas la Ioniq 28, c'est pas mal quand même. Et le classement le voici, on a zoomé sur ses concurrentes, donc elle reste quand même assez loin de la Ioniq 28 à cause de sa conso d'autoroute. Elle est largement derrière la i-Up, mais elle consomme moins que l'Inster ou la Renault 5. A noter qu'on était en jantes 18 pouces, on l'a dit, mais que l'écart WLTP entre les jantes 16 et les jantes 18 n'est que de 3%. Même en appliquant ces 3%, elle ne battra jamais la Ioniq 28. De ce fait, on va pas retenter le coup en 16 pouces. On sait qu'elle est efficiente, c'est bon. Si on prend sa conso d'autoroute et sa vitesse de charge, eh ben la Twingo recharge à 208 km/h. C'est assez mauvais, ça la place en 53e position. Et du coup, pour le temps simulé pour parcourir 1000 km, eh ben c'est pas bon. 53e position aussi en 13h38 et 9 arrêts recharge. Mais à 130 km/h, ça serait peut-être un poil plus rapide à 110. Passons à l'argent. Si vous rechargez cette voiture à la maison au tarif heure creuse d'EDF, ça vous coûtera 2,50 € les 100 km. C'est très intéressant ça quand même. Et sur l'autoroute, encore une fois, à 130, ça vous coûtera 10,90 € les 100 km. Mais ça, c'est avec le tarif de base autoroutier. Il y a plein d'opérateurs pas trop chers, plein d'opérateurs qui font des promos, plein d'opérateurs qui proposent des abonnements. Et tous ces opérateurs, vous pouvez les retrouver sur notre site lachaînev.fr, rubrique prix de la recharge rapide. Ils sont tous classés du moins cher au plus cher, avec les abonnements, la rentabilité des abonnements, des codes promo pour faire baisser les prix, etc. etc. N'hésitez pas à mettre cette URL en favori, parce qu'elle est mise à jour en permanence. Et d'ailleurs, tous ces chiffres, toutes ces stats, tous ces classements, vous pouvez les retrouver sur notre site lachaînev.fr. Allez, on passe à la conclusion. Bon, bah voilà, rapide conclusion, super voiture pour la vie de tous les jours. C'est vraiment une voiture que je peux complètement conseiller, surtout par rapport au prix et à la concurrence. On peut avoir une petite batterie, si on a une voiture efficiente, bah c'est pas grave. Comme quoi c'est encore possible. Cette voiture consomme 9 kWh au 100 en ville, ça fait une autonomie d'environ 300 km en ville. En roulant à 30 km de moyenne, on roule 10 heures en ville avec. Voilà, c'est tout. T'as de quoi aller plusieurs fois au boulot quoi. Voilà. Allez, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut. Et la bise. Et la bise. C'est important la bise. C'est vrai que c'est important.